Vous savez, parfois on a cette sensation bizarre là, une vague de nausée qui arrive, paf, sans raison apparente, alors qu'on allait bien juste avant. Hmm. Ben, figurez-vous que ce n'est pas toujours un problème digestif ou un virus. Non, parfois c'est nos émotions ou même, tenez-vous bien, nos écrans qui sont en cause. C'est vrai, c'est assez surprenant. Bienvenue à notre analyse d'aujourd'hui. On va justement se pencher sur deux phénomènes qui semblent différents mais qui sont peut-être liés en fait. D'un côté, la nausée émotionnelle Mhm. et de l'autre, ce qu'on appelle la cybercinétose, le mal des écrans quoi. Pour nous guider, on s'appuie sur deux articles, un d'Univers Pharmacie et un autre de National Geographic. De bonnes sources, oui. L'objectif ici, c'est de comprendre un peu mieux ces sensations, comment ça se manifeste au juste, pourquoi notre corps réagit comme ça, et puis qu'est-ce que ça dit de notre lien corps-esprit aujourd'hui avec toute cette technologie et nos vies parfois intenses. Bon, allons-y, on creuse un peu. Oui, c'est une très bonne idée de les abonder ensemble. Parce que le lien est, comment dire, assez révélateur. La nausée émotionnelle, c'est très intérieur, lié à nos ressentis, nos émotions. C'est ça. Et la cybercinétose, c'est notre interaction avec la technologie. Pourtant, le symptôme principal, cette nausée, ce mal au cœur, il est similaire. C'est ça qui est intéressant. Pourquoi ce signal commun apparaît dans des situations si différentes? C'est un peu le cœur de notre discussion. Alors, commençons par la nausée émotionnelle. D'après Univers Pharmacie, c'est quoi exactement? En gros, c'est une réaction physique, hein, nausée, mal à l'estomac, parfois on vomit même, Oui, hein, mais déclenchée par des émotions fortes et sans cause digestive directe, identifiable. L'article parle d'une sorte de mécanisme de défense naturel. tout à fait, c'est bien résumé. Et les émotions qui peuvent jouer ce rôle de déclencheur, elles sont assez diverses en fait. Le stress, l'anxiété, surtout quand c'est chronique, c'est souvent en première ligne. Ah oui, Oui, ça active la fameuse réponse combat ou fuite. C'est le système nerveux sympathique qui s'emballe, il prépare le corps à réagir à une menace. Et cette mobilisation générale, ça peut perturber le fonctionnement normal de la digestion, d'où les nausées. d'accord, je vois. C'est donc vraiment une réaction de stress, mais qui se manifeste physiquement au niveau de l'estomac. Exactement. C'est une cascade physiologique en fait. La peur intense, les phobies, ça marche un peu pareil. Ça active aussi très fort ce système nerveux sympathique. Hmm. Mais ça ne s'arrête pas là. Un chagrin profond, par exemple, après une perte, ou une grande tristesse, ça peut aussi déséquilibrer notre physiologie et causer ces symptômes. Et puis il y a la colère, la frustration. Ah oui, Oui, l'univers pharmacie utilise une expression assez parlante. Quelque chose que l'on ne digère pas. Là, ça prend un sens presque littéral, quoi. c'est fou, hein. Et le plus étonnant peut-être, c'est que même les émotions positives pourraient être en cause. Eh oui, effectivement, une joie très très forte, une grande excitation, ou même le trac avant un événement important, ce qu'on appelle parfois le bon stress, non? Oui, c'est vrai. Ça aussi, chez certaines personnes, ça peut déclencher des nausées passagères. Ce qui suggère que c'est peut-être l'intensité de l'émotion, plus que sa nature positive ou négative, qui compte vraiment. D'accord. Mais bien sûr, il faut vraiment insister là-dessus, on est tous différents face à ça. La sensibilité varie énormément. Ce qui va perturber l'un, ça n'aura pas forcément d'effet sur l'autre. Et concrètement, au-delà de la nausée elle-même, il y a d'autres symptômes physiques qui peuvent venir avec. J'imagine que ça ne doit pas être très agréable au quotidien si ça arrive souvent. Non, c'est clair. En plus des nausées, qui peuvent aller jusqu'au vomissement, avec perte d'appétit, un malaise général, on voit souvent des maux d'estomac, des crampes abdominales ou des ballonnements. Ah oui, quand même. L'article mentionne aussi des symptômes liés à l'activation du système nerveux autonome, Mhm. des sueurs froides, des sensations de vertige, d'étourdissement. Ça peut être lié à des variations de tension, Mhm. et puis des maux de tête, souvent des céphalées de tension, et même parfois des palpitations cardiaques. Quand ça se répète, oui, l'impact sur la qualité de vie peut être vraiment important. Et face à tout ça, alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a des pistes pour gérer cette nausée qui vient des émotions? Des stratégies efficaces? Oui, heureusement. La première étape, c'est souvent la plus délicate, mais elle est cruciale. C'est d'identifier ses propres déclencheurs. Ah, d'accord. Prendre conscience des situations, des pensées, des émotions spécifiques qui précèdent ces malaises. C'est la base. Ensuite, il y a plusieurs approches. L'activité physique régulière, c'est souvent conseillé. Genre le sport? Oui, la marche, le yoga, la natation. Peu importe en fait. Ça aide à libérer des endorphines, les hormones du bien-être, et ça réduit le niveau de stress général. Il y a aussi des techniques de gestion du stress plus globales,
C'est-à-dire? Mieux s'organiser, apprendre à dire non parfois, se ménager des moments de détente, faire des activités qui font plaisir, et puis les outils de relaxation spécifiques, la respiration profonde, la méditation de pleine conscience. Hmm. Par contre, là, il faut être régulier. C'est pas des baguettes magiques instantanées, quoi. Ça demande un peu de pratique. Et pour les autres approches dont parle l'article, l'acupuncture, la phytothérapie. Oui, l'article, elle les cite. Acupuncture, hypnothérapie, certaines plantes, les huiles essentielles. Bon, là, c'est important de le dire, il faut absolument consulter un professionnel de santé qualifié avant de se lancer, Oui, bien sûr. pour être sûr que c'est adapté et bien utilisé. Et puis, si la nausée émotionnelle est vraiment pesante, handicapante, un soutien psychologique, c'est souvent très bénéfique. Une thérapie cognitivo-comportementale, une TCC par exemple. D'accord. Ça peut aider à repérer et à modifier les pensées négatives ou anxieuses qui nourrissent le problème. Très clair. Donc nos émotions peuvent littéralement nous mettre l'estomac à l'envers. Mais alors, l'autre phénomène, la cybercinétose, c'est un mot un peu barbare, mais ça touche peut-être plus de monde qu'on croit, non? Surtout avec nos écrans omniprésents. L'article de National Geographic nous éclaire là-dessus. Oui, c'est ça. Au début, ce terme, c'était surtout pour les casques de réalité virtuelle, la VR. Ça peut donner un sacré mal des transports. Ah oui, c'est connu pour ça. Mais ce que National Geographic souligne, c'est que ces symptômes, nausées, vertiges, maux de tête, de plus en plus de gens les ressentent juste en utilisant leur smartphone, leur tablette, leur ordi, mais de façon intensive. L'histoire de Jack Riway dans l'article, elle est assez frappante. Racontez un peu. Imaginez, il est confiné chez lui, à Seattle, pendant des incendies de forêt. L'air dehors est irrespirable. Du coup, il passe des heures et des heures sur ses écrans, pour suivre les infos, pour bosser, pour se distraire. Et là, il commence à avoir des nausées, des vertiges persistants, sans comprendre pourquoi. Et c'est là que ça devient vraiment intriguant. Comment un simple écran peut nous rendre malades comme ça? Le mécanisme, il est assez fascinant. Ça repose sur un conflit sensoriel. C'est un peu comme le mal des transports classiques, la cinétose. Mais à l'envers, si on veut. À l'envers. Oui, dans une voiture ou un bateau, c'est notre oreille interne, là où il y a le système vestibulaire qui détecte l'équilibre et le mouvement, qui sent qu'on bouge. Mais nos yeux, eux, ils sont fixés sur l'intérieur du véhicule qui est stable, donc ils disent « non, ça bouge pas ». Et ce décalage, ça perturbe le cerveau. D'accord. Pour la cybercinétose, c'est l'inverse. Nos yeux, eux, ils voient un mouvement constant sur l'écran, une page qui défile vite, un fil d'actualité, un jeu vidéo. Le fameux scrolling. Exactement, le scrolling. Mais notre corps, lui, il est immobile. Et notre système vestibulaire le confirme. Non, non, on ne bouge pas. Du coup, le cerveau reçoit deux infos contradictoires sur notre état de mouvement. Il est un peu perdu, quoi. Confus. Le cerveau ne sait plus qui croire, en gros. Les yeux ou l'oreille interne. C'est un peu ça, oui. Et cette confusion, ça déclenche une réaction. Et ce qui est frappant, National Geographic insiste là-dessus, c'est que cliniquement, les symptômes ressentis sont quasi identiques à ceux du mal des transports classiques. Ah bon? Oui, vertige, nausées, maux de tête, fatigue des yeux, parfois même une sensation de désorientation. Il y a un chercheur cité qui dit même, d'un point de vue clinique, il n'existe aucune différence entre ces deux états. Pour le corps, l'expérience est la même. Incroyable. Et qu'est-ce qui, dans notre façon d'utiliser les écrans tous les jours, a tendance à déclencher ça ou à l'aggraver? Est-ce qu'il y a des facteurs de risque clairs? Oui, il y en a plusieurs qui sont pointés du doigt. Déjà, le temps passé devant l'écran. Forcément, plus c'est long. Logique. L'exemple de Sarah Collet dans l'article est parlant. 10 à 12 heures par jour devant son ordi pour le travail. Elle a fini par avoir des nausées, des vertiges et même cette sensation bizarre que l'écran saute ou vibre. Ça rend la concentration hyper difficile. Et puis, le fait de faire défiler l'écran sans arrêt, ce scrolling continu, c'est un déclencheur majeur. Et l'environnement autour de nous, ça joue aussi, j'ai cru comprendre. Absolument. L'absence de ce que l'article nomme des référentiels de repos. C'est quoi ça? Ce sont les éléments stables autour de nous, les bords de l'écran, le mur derrière, le bureau. Ah, d'accord. Le cerveau s'en sert pour se caler. Si on tire son téléphone très près du visage, surtout dans le noir, on perd ses repères autour. Et on recrée un peu les conditions immersives de la VR. Donc plus de risques de conflits sensoriels. Malin. Et puis être allongé en utilisant son appareil, ça semble aussi aggraver les choses. Peut-être parce que le système vestibulaire est moins en alerte, moins capable de compenser le conflit quand on est à l'horizontale. C'est fou, on penserait que c'est plus reposant d'être allongé. Et cette idée sur la pandémie, le fait qu'on ait moins bougé physiquement, ça nous aurait rendu plus sensibles? C'est une hypothèse soulevée dans l'article, oui. Intéressante. L'idée, c'est que comme on a moins bougé de façon variée,
Moins de trajets, de voyages, d'activités physiques différentes pendant les confinements, notre système vestibulaire se serait un peu désentraîné. Hmm. Et du coup, il tolérerait moins bien les conflits sensoriels, y compris ceux des écrans. C'est une piste en tout cas. Fascinant. D'ailleurs, juste pour remettre en perspective, le mal des transports, ce n'est pas nouveau, hein. Les Grecs anciens, déjà vers 800 avant Jésus-Christ, ils parlaient de peste en mer. Ah oui. Le mot nausée vient du grec nos, le navire. Et plus tard, vers 300 après Jésus-Christ, des textes chinois décrivaient ça avec des mots comme zhuche, l'influence de la charrette, ou zhuchuan, l'influence du navire. Ça fait longtemps qu'on lutte avec ça. C'est vrai. Et comment on explique cette réaction de nausée d'un point de vue de l'évolution? Pourquoi le corps réagirait aussi fort à un simple décalage entre ce qu'on voit et l'équilibre? Alors, la théorie principale, et c'est là qu'on retrouve un lien avec le début de notre discussion, c'est celle de la défense contre les toxines. Les toxines? Comment ça? L'idée, c'est qu'au fil de l'évolution, notre cerveau aurait appris à associer un gros conflit sensoriel quand ce qu'on voit, ce qu'on sent comme mouvement et ce que dit l'oreille interne ne colle pas avec les effets d'un empoisonnement. Ah! Pensez au vertige, au déséquilibre, après avoir avalé un truc toxique ou trop d'alcool, le cerveau se dit « attention, danger ». D'accord. Et face à ce signal de danger potentiel, le corps déclencherait, par précaution, la nausée et le vomissement, pour expulser la supposée toxine. C'est un mécanisme de survie très ancien. Et donc, Et ce qui est absolument fou et un peu déroutant, c'est que ce même système d'alerte anti-poison semble être activé aujourd'hui par le défilement de notre fil Instagram ou la lecture sur écran. Notre vieille biologie interprète un stimulus technologique tout neuf comme une menace toxique. C'est un décalage énorme entre notre programmation et notre environnement actuel. L'article le dit de façon imagée, c'est un peu comme si Mère Nature voulait nous empêcher de refaire ce que nous faisons. mais cette idée que le corps prenne le scrolling pour du poison, ça peut paraître un peu tiré par les cheveux, non? C'est une théorie solide. C'est la théorie dite neurotoxique. Et oui, c'est l'explication la plus plausible et la plus acceptée pour la cinétose en général, qu'elle soit due à un mouvement réel ou virtuel. Bien sûr, la recherche continue, mais ce modèle donne un cadre assez cohérent pour comprendre pourquoi un conflit sensoriel déclenche une réponse aussi viscérale que la nausée. Ça montre surtout comment des défenses très anciennes peuvent être activées de façon inattendue par des situations nouvelles. D'accord, je vois mieux. Heureusement, comme pour la nausée émotionnelle, il y a aussi des trucs pour limiter ou gérer cette cybercinétose. C'est quoi les conseils pratiques? Oui, et certains sont assez simples en fait. Le premier, évident mais essentiel, faire des pauses régulières. S'éloigner de l'écran. Voilà. Regarder au loin, laisser les yeux et le système vestibulaire se calmer. Varier son champ visuel, c'est bien aussi. Tenir son téléphone un peu différemment, peut-être plus loin, pour garder des repères stables sur les côtés. On peut aussi essayer de ralentir consciemment la vitesse de défilement quand on lit un long texte. Et ce conseil de rester au frais, ça marche vraiment? Apparemment oui. On sait que la chaleur peut aggraver la cinétose classique. L'histoire de Jack Riway dans son appart surchauffé, ça semble le confirmer pour la cybercinétose. Donc oui, une pièce fraîche, ça peut aider. Bon à savoir. Utiliser ces écrans dans une pièce bien éclairée, c'est recommandé aussi, justement pour garder ces fameux référentiels de repos visuel autour. D'ailleurs, le soulagement de Jack Riway quand il a enfin lâché son téléphone pour lire un livre papier, c'est assez parlant. Oui, c'est vrai. Pas de défilement, pas de conflit. Juste les mots immobiles. C'est une bonne transition pour essayer de faire le lien entre tout ça. Si on prend un peu de hauteur sur ces deux phénomènes, la nausée des émotions et celle des écrans. C'est quoi le fil conducteur finalement? Qu'est-ce que cette exploration nous apprend? Mais le fil conducteur, c'est clairement la réaction physique du corps. Une réaction à des stimuli qui ne sont pas intrinsèquement physiques ou dangereux au sens habituel. Que ce soit une vague d'angoisse, une surcharge de stress ou un flux d'images qui bouge sur un écran fixe, le corps répond avec des signaux d'alerte très concrets. Nausée, vertige, malaise. Hmm. C'est une preuve assez frappante de la connexion hyper étroite et très réactive entre notre esprit, nos émotions, nos perceptions, notre corps, notre physiologie et notre environnement, y compris l'environnement technologique. Alors, le fait que ce soit le même type de réaction, cette nausée, qui ressortent dans des contextes si différents, l'émotionnel et le technologique, qu'est-ce que ça implique au fond? C'est là que ça devient particulièrement interrogeant. On voit un mécanisme de défense très ancien, la nausée, comme réponse à une possible toxine qui est activée par des stresseurs très modernes. Il y a comme une sorte de méprise fondamentale du corps. Une erreur d'interprétation, hein? Oui, voilà.
Il interprète une surcharge émotionnelle ou un conflit sensoriel numérique avec un vieux langage physiologique, celui de l'empoisonnement. Et ça pose forcément des questions sur notre adaptation biologique. Est-ce que notre physiologie est en décalage avec la vitesse des changements actuels? L'omniprésence du numérique, l'intensité des pressions émotionnelles. C'est une bonne question. Est-ce que notre corps, à travers ces symptômes, parfois bizarres, essaie de nous envoyer des messages? Des messages sur nos limites, sur un déséquilibre, des messages qu'on a peut-être du mal à entendre dans le bruit ambiant. Pour résumer un peu les points clés de notre discussion, il semble clair que nos émotions fortes et notre usage intensif des écrans peuvent tous les deux causer des symptômes physiques bien réels, comme ces nausées et vertiges. Ce n'est pas juste dans la tête, comme on dit. Exactement. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en comprenant mieux comment ça marche et quels sont nos propres déclencheurs, on n'est pas sans ressources. Il y a des stratégies pour atténuer ces réactions, pour reprendre un peu le contrôle. Tout à fait. Et peut-être pour ouvrir une dernière piste de réflexion, si notre corps réagit à ces surcharges, qu'elles soient émotionnelles ou numériques, en activant un système d'alerte similaire à celui d'une toxine, qu'est-ce qu'on doit en penser? Hmm. Au-delà des symptômes directs et désagréables comme la nausée, est-ce qu'il pourrait y avoir des implications plus discrètes, peut-être à plus long terme, de cette stimulation constante? Si on suit la métaphore de la toxine informationnelle ou émotionnelle, qu'est-ce que cette exposition chronique pourrait signifier pour notre bien-être global, notre équilibre physiologique, psychologique sur la durée? C'est une vaste question, sans réponse simple bien sûr, mais qui mérite sans doute d'être gardée dans un coin de notre tête, dans nos vies de plus en plus immatérielles.